Excusez-moi de ne pas avoir commencé directement à 9 heures. Mais je sais aussi que je n'ai même pas besoin de m'excuser puisqu'à 9 heures, vous n'étiez pas là. Ou bien très peu étaient là. Bon, pour ceux qui étaient là à 9 heures, excusez-moi de ne pas avoir commencé à 9 heures. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer au départ. C'est depuis mardi dernier, ce mardi, oui, nous sommes à la maison avec le petit Rowan. Fantomas, ta radio parle. J'ai baissé, j'ai baissé. Nous sommes à la maison avec le petit Rowan après près de 6 mois de stationnement à l'hôpital depuis la naissance. Vous connaissez toute l'histoire. J'ai eu le temps de vous raconter, j'ai eu le temps de vous expliquer, bien que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas compris jusqu'où la situation, jusqu'où elle est critique pour le bébé. Mais bon, de toute façon, nous sommes rentrés à la maison. Le Rowan se porte très bien en termes de vie. Oui, il vit, il bouge, il danse, il joue. Et nous nous portons aussi bien. Maintenant, c'est un autre défi, c'est un autre challenge. L'autre challenge, c'est pouvoir se réhabituer à la maison parce que nous n'étions pas à la maison pendant un très bon bout de temps. Et il faut tout réorganiser. Ouais, Rose, il est sorti, il est sorti. Il faut tout réorganiser, il faut tout réacheter parce que ce que nous avons acheté pour préparer l'arrivée de l'enfant n'a pas été. Ça, il fallait tout changer. Nous n'étions pas prêts à tout ce qui est arrivé, donc il fallait tout changer. Se réorganiser, aménager, ça prend énormément du temps. Donc depuis mardi, nous sommes vraiment concentrés dans la réception des paquets médicaux, dans la réception des je pense qu'on appelle ça en français les aides de vie ou les auxiliaires de vie. C'est-à-dire des femmes qui viennent ou bien des personnes qui viennent et passent les journées avec nous. Beaucoup de journées avec nous. Beaucoup de temps dans la journée avec nous et dans la nuit aussi. Pour l'accompagner à ce qu'il se mette sur ses pieds vraiment jusqu'à ce qu'il soit un grand garçon. Donc, je n'ai pas été trop actif dans les réseaux sociaux depuis au moins déjà une semaine. Si vous l'avez même remarqué, parce que de toute façon, les réseaux sont tellement actifs que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas remarquer ce. Salut Étienne Ricky, salut mon frère, salut. Vous ne pouvez pas remarquer ceux qui ne sont pas très populaires lorsqu'ils ne passent pas. Donc, depuis toute la semaine, déjà, nous sommes vraiment pris. Je suis vraiment pris. Étienne, je t'ai contacté plusieurs fois. Bon, tu n'as pas répondu. Pour te dire que le petit... parce que nous, on avait une relation un peu plus particulière, une relation un peu plus intime. Mais bon, tu n'as pas répondu. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien et je suis très content. Merci. Je vais d'abord dire merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce que ceci soit possible. Et c'est aussi la preuve que lorsque les énergies, lorsque les forces, lorsque les êtres humains sont organisés pour un objectif précis, tout est possible. C'est ça la puissance de ce que nous sommes, la conscience. C'est vraiment ce que nous sommes. Nous sommes des créateurs, nous sommes les créateurs de nos vies, les créateurs de notre réalité. Si vous n'aurez pas prié, pour ceux qui prient, si vous n'aurez pas participé au live et écouté et avoir une pensée positive, si vous n'aurez pas participé financièrement pour aider les parents les parents qui étaient dans cette situation difficile financière aussi, je ne pense pas que sans tout ce que vous avez fait, certaines choses seraient possibles. Si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à ceux qui ont permis que je continue à parler. Peut-être je serais déjà dans un coin en train de peut-être ne pas pouvoir payer mon loyer, ne pas pouvoir payer les assurances, ne pas pouvoir payer la voiture, ne pas pouvoir payer la nourriture parce que peut-être financièrement j'étais à bout. Si vos prières n'étaient pas orientées dans ce sens, peut-être Rouen ne serait pas debout aujourd'hui. Donc, merci à tous. Vraiment, merci à vous. Merci. Merci Loïc, Papi, Patip. Merci à Nsangwon,
Ah, Sangwon, salut, salut. Sangwon, mais ça veut dire en patois, chez nous, fait pitié. Sangwon, Ngon. Oh, ok, peut-être je comprends mal. Fait pitié. Bon, merci, CG. Bonjour à vous, bonjour à vous. Donc, merci, merci vraiment, merci. Je suis très content de chacun d'entre vous et je vous suis reconnaissant d'une manière ou d'une autre. OK? Et Rowan aussi vous est reconnaissant, même s'il ne peut pas vous parler, même s'il ne peut pas vous s'exprimer. Mais je vous avais vu, je poste des photos quelquefois pour vous montrer à quelle allure, dans quelle allure il se trouve. Donc, merci, merci vraiment à vous. Content de retrouver aussi maintenant le milieu politique, encore, donc toujours communiquer sur la politique camerounaise, sur l'allure, sur la psychologie, sur la pensée, et content de revenir dans le jeu politique avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, pour nous mettre à jour chaque fois sur ce que nous sommes vraiment. Ah, Sangwon. Ah, l'homme qui élève le monde. Oh, super, super. Ouais, chez nous, à Sangwon, il fait pitié. En Mabéa, c'est une langue de Kribi du Cameroun. À Sangwon, ça veut dire qu'il fait pitié. Donc, quand je vois Sangwon, bon, mais je ne sais pas comment on écrit ça, mais la sonnance, simplement, c'est ça. Mais comme elle nous dit Sangwon, ou il nous dit Sangwon veut dire celui qui élève le monde. Super, super. Merci, merci. Donc, content de savoir que vous êtes là. Content de savoir que vous êtes toujours engagé politiquement pour le changement véritable, l'instauration d'un réel état de droit dans votre pays et d'une réelle démocratie dans votre pays, le Cameroun. Dans notre pays aussi, parce que je fais partie de ceux qui viennent du Cameroun. Content de savoir que beaucoup d'événements se sont passés qui sont en notre faveur. Salut Agnès Lenji, bonjour, bonjour, merci ma soeur que tu sois là, bonjour, bonjour vraiment, bonjour à toi. Donc, nous sommes au courant de ce qui s'est passé dans la sphère politique en diaspora, au Cameroun, ces derniers jours, ces dernières semaines, dans le monde entier. Sylvienne Flore, bonjour, bonjour à toi. Merci, merci que tu sois là. Merci, merci. Donc, je suis ce matin appelé à répondre à une question qui pourrait donner l'impression que j'ai déjà répondu à elle. Mais la répétition, c'est la mère de l'éducation. Donc, je vais répondre à cette question. Il y a un ami qui m'a contacté inbox pour comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que, quelle est la perception, pourquoi est-ce que chaque fois qu'on parle de politique, dans les médias, parce qu'il suit beaucoup les médias africains, les médias camerounais aussi, et il a un problème que beaucoup d'entre nous ont. Ah, ok, ok, super. Donc, je voudrais répondre à cette question encore. Je voudrais apporter une réflexion à ça. Et je voudrais qu'on échange. Quand je dis échange, c'est pas que vous allez appeler et puis vous allez me parler. Non, mais bon, on passe le temps à écouter un fou parler. Aussi très fort. Pourquoi est-ce que la politique, chez nous au Cameroun, est un sujet vraiment délaissé, pas intéressant, pas intéressant. Et quel est l'impact du fait que la politique ne soit pas intéressante pour les Camerounais? Je vais donc apporter cette réponse à ces questions. Inviter les amis, nous sommes déjà plus de 20 personnes, ça veut dire que notre groupe d'amis, notre milieu, notre cercle est en train d'évoluer parce que les gens comprennent que c'est important. Donc, inviter les amis. En attendant, je vais faire un peu un petit, comment je peux dire, un commentaire sur l'actualité politique.
C'est la sortie, nous avons eu la conférence ou le forum France-Afrique et j'ai été très dérangé d'avoir, parce que j'ai suivi le forum, j'étais déjà à la maison. C'est même ma femme qui me rappelait tout le temps, tu ne suis pas le forum qui est à Montpellier, tu ne suis pas le truc. Et puis je disais, mais de quoi tu parles? Le forum qui est à Montpellier, bah, Macron parle avec les gens et je suis allé suivre, j'ai appuyé, j'ai mis sur le grand écran, live, et puis je suivais. J'ai été très déçu. Honnêtement, j'ai été très déçu de ce forum. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, je n'arrive pas à accepter que après plusieurs années d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation, ce qui est contemporain en nous, néo qui veut dire nouveau. Lorsque vous entendez néo quelque part, ça veut dire nouveau. Donc une nouvelle colonisation, une nouvelle façon de faire. Partout vous allez entendre néo, ajouter à quelque chose veut dire nouveau. Donc si on dit néocolonisation, comprenez la nouvelle façon de coloniser les peuples africains, les peuples noirs. J'étais vraiment découragé, j'étais vraiment très triste de voir autant de noirs dans une salle, de blancs aussi, mais il y avait beaucoup de noirs dans cette salle aussi. Venus de tous les partis politiques des pays africains, de tous les milieux politiques africains, de tous les milieux sociaux africains, de toutes les classes sociales, se retrouver quelque part parce que M. Macron les aurait invités à une conversation. J'ai vu des Noirs qui applaudissaient. Elle dit, M. Macron prend la parole, il finit la parole, les Noirs applaudissent. Et je me demandais, je n'ai rien contre applaudir un blanc, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais applaudir après qu'il ait dit des choses que moi je trouvais qu'elles n'avaient pas de profondeur. Ces choses n'avaient pas un sens et une profondeur réelle. C'était superficiel. Tout le discours de Macron était superficiel, à mon avis. Mais ça me faisait triste de voir des Noirs se lever et applaudir. Ça me faisait triste aussi de voir des Noirs se lever et applaudir leurs frères noirs ou bien leurs compatriotes ou bien je ne sais pas quoi. Parce qu'ils auraient dit quelque chose qui semblerait être bon aux oreilles. Et ça m'a donné l'impression que, encore une fois de plus, ce qui nous intéresse chez nous, les Africains, c'est l'émotion. Nous sommes très émotifs. C'est-à-dire que la sensation, les sens, nous sommes très sensuels. On devra travailler dessus, mais on a encore un problème avec l'excitation. On n'arrive pas à gérer nos excitations. On n'arrive pas à contrôler nos émotions. On n'arrive pas à contrôler comment on se sent. Il suffit que M. Macron se lève et dise un mot. Nous allons à partir de maintenant créer des quoi pour les Africains. Les gens applaudissent. Et puis je me demande, mais est-ce qu'on ne se pose pas la question? À quoi nous servent toutes ces choses-là? Est-ce que ça, ce sont nos véritables problèmes? Est-ce que ça, ce sont nos véritables besoins actuellement? Et une autre question me vient à l'idée. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être ça les véritables besoins des Camerounais, des Africains, des Guinéens, des Maliens? Est-ce que ce n'est pas peut-être ça? Sinon, pourquoi ils applaudissent? Qu'est-ce qu'on leur a donné de véritable? Qu'est-ce que M. Macron a dit? Qu'on ne nous a pas dit, que M. Biya ne nous a pas dit.
Qu'est-ce que Macron a promis que M. Biya ne nous a pas promis en tant que Camerounais, et puis d'autres pays pouvaient, ceux qui me suivent, mettez à la place de Biya, mettez votre dictateur dessus. Quel est le langage nouveau qu'il y a eu pendant ces moments? Quels sont les termes nouveaux qu'il y avait pendant ce moment? Quelle est l'approche psychologique nouvelle? Quelle est la pensée nouvelle que M. Macron a exposée, qu'il n'y avait pas avant? Pour qu'on applaudisse comme s'il y a... Voilà, il vient de dire quelque chose d'extraordinaire que je n'avais pas entendu. Voilà, il vient de dire ceci, il vient de... Vraiment, c'était... Je ne m'attendais pas à plus que ça, de toute façon. Je ne m'attendais pas à plus que ça. Parce que la politique française a toujours été une politique de prévarication en Afrique. La politique française n'a jamais pu se détacher. De sa mainmise sur les richesses, sur les pays africains dont elle a été quelque part la force dominatrice. Et je suis conscient que après plusieurs années de zombification, ça veut dire après plusieurs années d'activité dans un même fonctionnement mental, dans une même idéologie, il est très difficile que les gens se détachent. Je n'arrive pas à croire que la politique française a subitement découvert qu'elle aime, que l'Afrique, elle a beaucoup fait souffrir les Africains, elle a beaucoup fait souffrir les Africains, et que subitement elle découvre Macron et la politique. Macron se présente comme quelqu'un qui va venir imposer au lobbying multinationale française sa vision, et il va leur imposer ça. Il viendra là, président, et il va imposer à des structures qui l'ont amené à la présidence sa vision du monde, et il va parler aux Africains, leur dire que c'est lui, c'est sa vision-là. Comme il pense beaucoup du bien des Africains, c'est cette vision-là que lui va implémenter, et il va se foutre de toutes les puissances, toutes les multinationales qui l'ont amené au pouvoir en France. Moi, je voudrais vous faire comprendre que Macron n'est pas un magicien. Macron est un sujet à des puissances, à des forces, à des groupes d'influence. Et ces groupes d'influence ont des intérêts. Il faut d'abord que nous, les Africains, nous le comprenions. Macron en lui-même est une marionnette. Je ne dis pas que Macron nous veut du bien. Non, je dis même que même dans le mal qu'il nous veut, il est simplement un objet qu'on utilise pour faire le mal qu'il faut faire. Macron est simplement un objet qu'on utilise pour faire le mal qu'il faut faire. Présentez-vous ces histoires de vaudou. Mettez-vous en esprit ces histoires de vaudou. Ces histoires de vaudou. On prend une poupée sur laquelle on injecte bonjour à tout le monde. On pique une aiguille. Cette poupée est un objet qu'on utilise pour nous faire du mal. Ça, c'est dans la culture vaudou, dans la culture de la magie noire. Je ne dis pas que le vaudou, c'est la magie noire, mais je parle ici dans le sens où ce qu'on appelle vaudou en général. Mais sinon, dans la culture de la magie noire, les pratiques magiques noires, on utilise des objets maléfiques, porteurs d'énergie maléfique, pour nous faire du mal. On pique
la poupée, ou bien le morceau de bois, ou bien le monument qui porte votre énergie, votre nom, votre ceci, et vous avez mal à cet endroit. Si on veut que vous ayez mal à l'estomac, au foie, machin, ou que on pique à ces endroits et vous ressentez le mal où vous êtes. C'est la même chose. Macron veut vous donner l'impression, Monsieur Macron veut donner l'impression aux Africains qu'en fait, c'est lui qui décide. Mais je voulais dire aux Camerounais que ce n'est pas Macron qui décide. Premièrement, retirez ça dans vos têtes. Ce n'est pas Macron qui décide. Macron est un sujet de la décision. Macron est un élément, est une poupée, est quelque chose qu'on met devant pour implémenter des politiques ou des idéologies. Ceux qui l'ont mis devant, c'est eux qui l'envoient parler. Lorsque Macron parle, il ne parle pas à vous. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il dit ce qu'on lui demande de dire. Ça peut sonner bien à vos oreilles. Ça doit sonner bien à vos oreilles. Parce que ceux qui veulent vous dominer, ceux qui veulent nous écraser, ceux qui veulent nous garder en captivité, veulent que ça sonne bien à nos oreilles. Mais posez-vous la question, pourquoi ils voudraient que ça sonne bien à nos oreilles? Parce qu'ils savent que ça a besoin de notre consentement. Lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, lorsque quelqu'un veut vous garder en esclavage, lorsque quelqu'un veut vous oppresser, je ne sais pas quoi, veut vous faire quelque chose, que ce soit le mal ou le bien, il a besoin de votre consentement. Il est impossible de vous faire quoi que ce soit sans votre consentement. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis ceci pour que nous soyons clairs. Bon, je suis pas expert en politique. Je n'ai pas les termes politiques nécessaires pour vous expliquer des choses. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus psychologique, beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus... Vous avez l'impression de m'appeler pasteur. Non, je suis pas un pasteur dans les termes. Merci Fox Mulder. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez comprendre, c'est que lorsque quelqu'un veut vous faire soit le mal ou le bien, il a besoin de votre consentement. Tout le mal qui vous arrive, c'est parce que vous avez dit oui. Parce que vous avez consenti. Au Cameroun, si M. Biya, la dictature de M. Biya fait plus de 38 ans, c'est parce que nous avons dit oui. Et nous disons oui comment? Il faut que ceux qui veulent nous imposer ou bien veulent faire quelque chose de nous, ça veut dire le bien ou le mal, ils ont besoin de notre consentement. Voilà pourquoi ils doivent nous flatter. La France peut partir au Cameroun, prendre des chars et des avions blindés, et je ne sais pas pour les lance-roquettes, envoyer des lasers infrarouges, je ne sais pas quoi, et détruire tout le Cameroun. Mais ça ne marchera pas. Ils ont besoin de nous flatter. Ils ont besoin de nous parler. Ils ont besoin de notre consentement. Ils ont besoin qu'on dise oui, vas-y, fais-le. Nous sommes des suicidaires. Vas-y, tue-nous. Vas-y, prive-nous. Vas-y, pille-nous. Vas-y, prends ceci. Vas-y, prends cela. Retire-nous notre souveraineté. Vole-nous notre liberté. Garde-nous dans la servitude. Voilà pourquoi ils organisent, ils mettent des millions d'euros, des milliers d'euros dans les organisations de ceci, francophonie, forum de ceci, Afrique-France, France-Afrique, bla 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 bla. Pourquoi ils mettent autant d'argent? Pourquoi M. Macron prend des heures de sa journée, de sa vie, alors qu'ils sont des pays les plus puissants, ils peuvent bombarder, casser?
C'est parce qu'on ne peut pas vous bombarder, vous casser. On ne peut pas vous garder en esclavage sans votre consentement. C'est la nature des choses. C'est comme ça que Dieu, s'il existe, a créé le monde. Vous êtes les maîtres de votre destinée. Vous êtes ceux qui décident de comment votre réalité. Nous, le peuple camerounais, nous sommes ceux qui décidons de ce à quoi doit ressembler le Cameroun. C'est quoi le Cameroun? De ce à quoi... Dans quelle direction doit prendre la vie politique au Cameroun? Donc pour moi, il ne s'agit pas de Macron qui est venu nous parler, des rassemblements des Africains et de la France-Afrique, l'Afrique-France. Tous ces termes ne sont pas importants. Comprenez que, posez-vous la question, pourquoi ils ont besoin de vous parler alors qu'ils sont plus puissants en termes d'armes que vous? En termes je sais pas quoi, en tous les termes, ils sont plus puissants. Ils peuvent vous imposer. Ils vous parlent parce qu'ils ont besoin que les Africains disent oui. Parce que dès que vous dites oui, le contrat est signé, le contrat social est signé. C'est signé. Votre consentement, votre oui, c'est terminé. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on vous dit, prenez votre destin en main, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est de regarder et dire, non lorsque ça ne prend pas en compte vos intérêts en tant que peuple. Dis non. La France vous présente un contrat. Tout le temps, elle met des millions d'euros, des milliers d'euros. Vous présentez des contrats tout le temps, depuis des années, et on passe le temps à dire oui, 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 oui. Et on se plaint après. Oh, on n'est pas ceci. Oh, on n'est pas cela. Et puis, ils nous donnent des petites réunions où on va s'asseoir dans les réunions. Ils nous expliquent, mais c'est vous qui avez dit oui, non? Moi, j'ai dit ceci. Moi, je ne voulais pas venir en France. Mais c'est vous, les présidents, les dirigeants africains. Ce sont vos dirigeants qui nous invitent, non? Nous, on n'est pas là pour venir. On ne vient pas comme ça. C'est vous qui nous invitez. Comprenez par là qu'il est en train de dire que vos dirigeants, vos dictateurs qui veulent rester se perpétuer au pouvoir, eux, ils ont l'intérêt à les inviter. C'est eux qui disent oui à la France. Viens rester avec nos militaires ici. Viens tuer nos populations. Viens faire semblant de nous protéger. Viens nous tenir en captivité. Viens prendre toutes nos richesses. Pourvu que tu nous tiens au pouvoir. Que tu nous protèges au pouvoir. C'est ce que Macron a dit. Nous ne sommes pas en Afrique, au Sahel, blablabla. Bla, bla, bla. Et en tant que Camerounais, je ne me suis pas senti concerné par le forum. Ça, c'est un autre point. Je ne me suis pas senti concerné par ce forum. En tant que Camerounais, je ne me suis pas senti concerné. J'ai beaucoup plus entendu parler du Sahel, du Maghreb, le machin. La France est en train de combattre, elle, c'est son islam. Et on nous impose, nos Africains, une lutte qui n'est pas la nôtre, un combat qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça qu'on nous parle que du Sahel, du Maghreb, du Sahel, du Mali, partout. Remarquez que la majeure partie des pays dans lesquels qu'on a invité sur la scène politique, ou bien sur les échanges, c'est les pays de l'Afrique, soit du Nord, du Sahel, du Maghreb, ceux qui ont des relations avec les pays... Vous avez rarement... Moi, je n'ai pas vu un Camerounais là-bas. J'ai pas vu un Camerounais là-bas qui défendait les intérêts du Cameroun. Moi, je n'ai pas vu. Je ne me suis pas senti en tant que Camerounais concerné par ce qui se passait. Les Occidentaux, la civilisation chrétienne, aujourd'hui c'est dimanche, n'est-ce pas? La civilisation chrétienne, dont je critique tout le temps et que vous me dites tout le temps que la civilisation chrétienne occidentale a un problème avec la civilisation islamique ou musulmane.
Et ils font leur guerre depuis des lunes. Ils se luttent pour les intérêts sur la terre. Chacun vient avec l'idée que c'est lui qui doit dominer la terre. Prenez ça en compte. Que c'est lui que Dieu a envoyé pour dominer, pour créer le paradis sur terre, pour dominer la terre. Et ils se font la guerre. La guerre que vous voyez, les djihadistes, les machins, ça n'a rien à voir avec vous les Africains. C'est eux, leur religion, contre leur religion, dans lesquelles ils vous impliquent. Voilà pourquoi partout où il n'y a pas un sentiment de djihadisme et tout, ils ne vont pas parler de ces pays. Et partout où ils veulent mettre la main sur les pays, ils vont introduire la raison qu'il s'agit des terroristes qu'ils viennent combattre. Les terroristes ne sont jamais des terroristes chrétiens. Lorsque la France vient combattre les terroristes, ces personnes ne sont jamais des chrétiens. Ces personnes ne sont jamais des chrétiens. Vous n'allez jamais voir des chrétiens perçus comme terroristes. C'est-à-dire qu'on va en combat les terroristes. Lorsque les musulmans ou les islams ou islamiques, peu importe le nom que vous donnez à ça, ceux qui sont du côté de Mahomet, viennent combattre, ils ne combattent jamais ils combattent les chrétiens. Ils tuent les impies. Donc on vous a passé tout le week-end à vous parler des choses qui ne vous concernent pas. Des choses qui ne vous concernent pas du tout. Parce que on avait juste besoin de votre consentement. La France, la politique française a besoin de votre consentement pour vous faire du mal. Pour vous retirer votre liberté. Vous devez dire oui. C'est la même chose que M. Biya fait. Oh, mais Biya, ma liberté. Il est parti dans tel village, tel village, tel village. Finalement, tout le monde lui a donné un bâton, soi-disant, de pouvoir. Tout le monde lui a dit, oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il avait besoin de ça. M. Biya n'a pas été choisi par les chefs de village. Il a été choisi par Idjo. Et la France. Lorsque M. Biya était choisi, quand vous suivez l'histoire de ceux qui connaissent M. Biya, qui sont ses amis, ils le disent. Ce n'est pas les Camerounais qui ont choisi M. Biya. Mais pour que M. Biya soit président, il a fallu qu'il aille demander le consentement des Camerounais. Parce qu'il sait que sans votre oui, il ne sera pas président. Il savait que sans votre oui, il ne pouvait pas avoir ce poste. Sans le oui des chefs, le oui des élites, le oui des ceci, des cela, le oui du peuple camerounais, c'est impossible. Donc, vous savez déjà, si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez pauvre, misérable, après 38 ans de gouvernement de M. Biya, vous êtes responsable. Ce n'est pas M. Biya. Il a sa part de responsabilité, mais nous, en tant que peuple, nous sommes responsables. Et c'est parce que je sais que je suis responsable de ça, c'est parce que je sais que mes parents étaient responsables de ça, c'est parce que je sais que mes arrière-parents étaient responsables de ça que je me lève, parce que je ne veux plus être responsable de ça, je veux briser le contrat. Je ne veux plus être responsable de ma propre misère. Je ne veux plus être responsable de ma propre souffrance, de la souffrance de mes propres gens. Moi, je ne veux plus ça. C'est parce que j'ai pris conscience que, en fait, ce sont mes parents, moi, tout le monde autour de moi, mes frères, mes soeurs, mes parents, mes arrière-parents, qui ont dit oui. C'est pour cela que ce monsieur a fait 38 ans au pouvoir et ce régime dictatorial et despote a existé. Mes parents sont partis dans les marchés, ils ont pris leur argent, ils ont acheté des tenues, des tissus, ils ont fait la photo de Paul Biya, ils ont collé sur eux, ils se sont habillés, ils ont commencé à chanter partout Paul Biya, Paul Biya. On ne les a pas forcés. Ils ont dit oui. C'est lui que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Nous avons tous dit oui. S'il est là, si ce régime est là, c'est nous. Parce que ce régime a besoin de notre consentement. Le tour que M. Biya a fait du Cameroun, ce n'était pas pour nous montrer sa belle face. Ce n'était pas pour nous montrer son beau visage.
et sa petite taille. D'ailleurs, il est court comme moi. J'ai appris qu'il y a des gens qui ont dit que j'ai 1m40. Donc, M. Biya aussi 1m40 ou trop 1m55. Ce n'était pas pour nous montrer combien court il est. Combien petit de taille il est. Combien brun il est. C'est parce que il avait besoin de notre consentement. Il avait besoin qu'on dise oui, oui. Et nous lui avons dit oui. Et nous avons les fruits du oui. Plus de 40 ans de pouvoir. Plus de 38 ans de pouvoir. Et nous avons les fruits du oui. Que nous avons dit oui à un arbre qu'on appelle le cancrétier. Le cancrétier, c'est un arbre. Ce que nous voyons au Cameroun actuellement sont les fruits mûrs. Nous avons sémé le cancrétier au Cameroun. Et nous nous plaignons des fruits mûrs. Donc, pour moi, tout ce qui s'est passé à Paris, ou je ne sais pas où, à Montpellier, je ne sais pas où là, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça n'avait rien à voir avec moi. Et ce que j'ai suivi les Africains demander à Paris n'avait rien à voir avec ce que nous, moi, en tant qu'Camerounais, j'ai besoin. Et comme d'habitude, ils font la même technique. Monsieur Macron propose de donner des financements pour instaurer la démocratie chez nous. Il va financer la démocratie. C'est pas possible. Et les Camerounais, les Africains ont applaudi dans la salle. Parce que quelqu'un vous dit, il va vous donner de l'argent pour financer quelque chose que l'argent ne finance pas. Qu'est-ce que l'argent ne peut pas apporter? Et les Africains applaudissent. Dans votre définition de la démocratie, est-ce que vous avez vu à côté l'argent? La démocratie, c'est l'expression de la liberté des citoyens, la dignité humaine. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un autour de vous qui a l'argent et qui respecte votre dignité? Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir l'argent et respecter la dignité, mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu l'argent et le respect de la dignité marcher ensemble? Dans votre propre expérience. Pourquoi vous applaudissez lorsqu'on vous dit qu'on va vous donner la démocratie en vous donnant de l'argent pour l'implémenter chez vous? Pourquoi vous applaudissez? Lorsque quelqu'un vous donne son argent, demandez-vous la question, Macron va prendre l'argent là où? Macron ne fabrique pas l'argent, Macron n'est pas une banque. Donc il va sûrement se retourner vers ses patrons qui vont injecter, qui vont fabriquer de l'argent dans les banques. Et ils vont vous donner cet argent, et cet argent devra avoir un revenu. Parce que ceux qui vous donnent cet argent n'attendent, c'est pas des bons démocrates forcément. Vous ne connaissez même pas qui donne cet argent. Vous ne savez même pas d'où vient cet argent en général. Pauvres Africains, vous ne savez pas qui sont assis derrière. Peut-être c'est le fils de Hitler qui est assis derrière cet argent. Peut-être c'est le fils de Frankenstein qui est assis derrière cet argent. Peut-être ce sont les descendants de la famille Rothschild qui est assis derrière cet argent. Et eux, c'est des hommes d'affaires. Ils n'ont pas un argent à donner. Ils ont passé tout leur temps à gagner de l'argent. Ne croyez pas que ces gens subitement vont découvrir que l'argent ne sert pas à gagner. Qu'on n'a pas besoin de gagner l'argent. On va juste donner l'argent qu'on a gagné, on donne ça cadeau aux gens. Non! Ça veut dire que il va prendre de l'argent quelque part qu'il va vous donner. Et cette personne attend des revenus, des rendements financiers. Ils n'attendent pas vos belles libertés.
Ils n'attendent pas vos belles libertés. Ils n'attendent pas ils ne mangent pas. Ces gens se foutent pas mal de votre liberté. Ils n'ont jamais gagné l'argent parce que vous étiez libre. Ils nous ont tenus en esclavage pendant des années. Ils ont gagné l'argent à la sueur de l'esclavage, en privant les autres êtres humains. Ils ne connaissent pas autre chose. Ceux chez qui il va aller prendre l'argent ne connaissent pas autre chose. Il y a même ceux qui disent qu'ils vont prendre l'argent qui pille en Afrique. Mais regardez, pour qu'ils aient l'argent qu'ils vont vous donner, il faut qu'ils aient d'abord, vous ayez d'abord gardé en esclavage. L'argent qu'ils vont vous donner là pour instaurer la démocratie, pour faire blablabla, ils prennent ça où? Demandez-leur, avant de dire oui, bravo, bravo, demandez-leur. Demandez-leur où ils prennent cet argent, s'il vous plaît. Mais l'Africain, le pauvre Africain, le pauvre homme, né pour souffrir, né pour être capturé, né pour servir, né pour être pris en servitude, applaudit toujours, toujours. L'argent que M. Macron vous promet là, pour instaurer la démocratie, il prend ça où? M. Macron n'a pas sûrement un compte. Il n'est pas supposé avoir un grand compte. Donc, ça veut dire déjà qu'il ne parle pas en son nom. M. Macron, lorsqu'il vous parle, il parle au nom, comment il peut dire, c'est une légion. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de multinationales qui viennent défendre leur point de vue sur la scène. Bolloré, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres. Lorsque M. Macron vient vous parler, il vous dit que, il vient vous dire ce que Bolloré pense. Est-ce que Bolloré peut faire? C'est un marchand. M. Macron, c'est un marchand. C'est ce qu'il faisait quand il était dans les banques américaines et tout. C'est ce qu'il faisait. Il marchandait dans les trucs financiers. Il défendait les intérêts de ses investisseurs, les investisseurs dans leur banque, je ne sais pas quoi. Des gens qui ont passé à gagner de l'argent sur l'appauvrissement des autres êtres humains, l'humiliation des autres êtres humains, vous proposent maintenant que ils vont vous donner de l'argent pour instaurer la démocratie. On vous fait croire que la démocratie s'achète avec l'argent, qu'on obtient l'amour. Parce que la démocratie, c'est l'expression de l'amour dans la société. Il n'y a rien d'autre que ça. Qu'on achète l'amour avec l'argent. Qu'on achète la liberté avec l'argent. Il suffit qu'on vous donne l'argent et vous aurez la liberté. Vous allez pouvoir instaurer la liberté. Ça veut dire qu'on va prendre des millions d'euros, on va donner ça à Achille Mbembe et à tout son groupe, parce que Macron disait même déjà à qui il va donner ça, à qui il va donner. Tu vois comment Achille Mbembe avait baissé la tête, il grossissait déjà sur place. Enfin, ça paye d'être un intellectuel, ça paye putain, ça paye. Et les Africains qui étaient là, assis, il fallait voir les premiers rangs des Africains, tous étaient en veste, croisés. Tu sens des gens qui sont là pour... J'étais aussi là. Et je vais faire partie de ce gâteau. Macron partageait carrément déjà le gâteau sur scène. Il flattait les Africains qui étaient là. Vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez ceci, vous aurez cela. On vous dit maintenant qu'on va vous donner de l'argent pour instaurer la démocratie chez vous. Posez-lui la question, mais il n'y avait pas ce genre de poseur de questions. Voilà pourquoi j'ai été vraiment très triste. Parce que il y a un monsieur qui m'a manqué. Il y a un monsieur qui m'a manqué dans tout ça. Et après, j'ai suivi son live et j'ai quelque part compris. En fait, c'était le professeur Franklin Nyamsi.
Franklin Yamsi m'a manqué dans ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un problème avec les gens qui posent les questions ou les gens qui vont dans les débats, les intellectuels qui vont dans les débats et tout. Ils n'ont pas de véritables questions. Ils n'ont pas des questions qui intéressent, qui parlent. Des questions de fond. Des questions de fond. Moi, j'allais demander à Macron, Monsieur Macron, vous alliez prendre l'argent que vous allez donner où? Et Macron devrait me répondre. Ceux chez qui vous prenez, qui sont-ils pour nous permettre d'aller acheter la démocratie chez nous? On doit aller acheter la démocratie chez nous. On doit aller acheter la démocratie chez nous. Avec des millions d'euros. Macron nous dit que la société civile, il est quitté de l'investissement des politiques. La France a beaucoup maintenant investi dans la société civile. Dans les trucs quoi, des droits de l'homme. Ça veut dire que toute la grande majeure partie des choses qu'on appelle les droits de l'homme chez nous reçoivent des financements de la France. Voilà pourquoi les droits de l'homme chez nous, au Cameroun par exemple, particulièrement, n'ont jamais bougé une ligne vraiment. Puisque la majeure partie des droits de l'homme chez nous reçoit des financements de ceux qui veulent avoir la même mise sur nos richesses, sur nos terres. C'est ce qu'il a dit, qu'ils ont qu'ils ont basculé leur investissement sur les États, des États vers les sociétés civiles. Les mouvements de droits de l'homme, c'est là-bas que leur argent passe. C'est ce qu'il a dit. Ceux qui sont dans les affaires de droits de l'homme doivent nous répondre, chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun. Tous ceux qui sont dans les affaires de droits de l'homme doivent nous répondre. Nos journalistes doivent leur poser des questions. Est-ce qu'ils ont déjà acheté la démocratie avec l'argent que la France leur a donné? Est-ce que depuis qu'ils se battent pour les droits de l'homme au Cameroun, ils ont acheté la démocratie? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver le prix, discuter un prix de la démocratie au Cameroun? Et ça coûtait combien? Parce que Macron veut donner de l'argent. Macron a encore beaucoup d'argent à donner. Et il semblerait que ce qu'il a investi, ce qu'ils ont investi déjà depuis plusieurs années dans les affaires de droits de l'homme, machin, ça rapporte. Il semble que ça rapporte. Quel est le chiffre d'affaires et combien ça rapporte? Et à qui ça rapporte? Parce qu'en tant que Camerounais, je ne vois pas les droits de l'homme respectés au Cameroun. Mais je vois des organisations des droits de l'homme partout au Cameroun. Et Macron me fait comprendre que non, c'est lui qui donne de l'argent. C'est lui qui finance la majeure partie de ces choses-là. Je ne vois pas la démocratie. Même pas un semblant de démocratie au Cameroun. Mais je vois un homme qui est là depuis plusieurs années, qui pille avec son groupe d'amis, qui pille le pays, qui ont écrasé le pays, qui ont détruit le pays, qui ont humilié les Camerounais, qui ont appauvri nos parents. C'est tout ce que je vois. Mais Macron dit que des millions sont entrés. Mais la question que moi je veux poser à tous les gens qui sont dans les organisations de droits de l'homme au Cameroun, dites-nous combien vous avez déjà discuté. Quel est le prix? Vous êtes à quel niveau de la discussion avec les régimes dictatoriaux sur la démocratie? Vous leur proposez combien pour qu'ils achètent, pour qu'ils vous vendent la démocratie? Parce que selon Macron, la démocratie se payera à coups de milliards. On peut aller voir M. Biya. Dites-nous le prix. Ngongo, dites-nous combien ça coûte. Et on demande cette somme à M. Macron. On va en faire l'échange. Nous sommes même prêts à faire ça. Nous sommes prêts à faire cela. On discute avec M. Ngongo. Il nous dit combien la présidence de la République coûte.
Être président, être dans le gouvernement, comment la gouvernance, l'instauration de la démocratie au Cameroun coûte, ça coûte combien de milliards? Il nous dit, on va voir donc, monsieur Macron. On lui dit, monsieur Macron, comme tu veux nous faire instaurer la démocratie au Cameroun, même par les moyens des billets de banque, Ngongo, monsieur Frambilla et toute l'équipe à Tangandji, on dit que ça coûte 4 000 milliards. Donne-nous 4 000 milliards. Du coup, pourquoi nous financer ça à long terme? Donne-nous 4 000 milliards, on paye et nous, on commence à travailler. Puisqu'il s'agit d'argent. On fait croire aux Africains qu'il s'agit de l'argent, en fait. Il s'agit qu'on vous donne de l'argent. Pour que vous ayez de l'amour. Cette psychologie-là que, dès que tu es un homme, tu as les dos, tu auras l'amour. Quand nous étions petits, on sortait, pendant la puberté, on poursuivait les filles poursuivaient les garçons. Et qu'est-ce que nos parents nous disaient? Non, arrête ça! Va d'abord à l'école, trouve-toi un métier. Quand tu auras un métier, tu auras l'argent, les femmes vont te poursuivre. C'est ce que moi, on me disait. Que on se fichait pas mal si j'étais en amour. Si j'aimais la jeune fille. Si vraiment mon cœur battait. Non, on me disait non. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. On me disait, non, va d'abord à l'école, cherche l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu auras l'amour. Tu pourras acheter l'amour des femmes. C'est resté dans nos mentalités. À tous les niveaux. Que c'est l'argent qui achète l'amour. L'amour, c'est la liberté. C'est l'argent qui achète la liberté. La liberté, c'est la démocratie. C'est l'argent qui achète la démocratie. Alors, M. Macron dit qu'ils vont. Ils vont financer. Et les Noirs applaudissent. Incroyable. Bon, bref. Ce que moi, je voulais dire que c'est absurde. En fait, en ce qui me concerne, à mon niveau de perception, de réflexion, tout ce qui a été dit, c'est du bluff et ça, c'est pas intéressant. Ça a donné de l'image à certaines personnes. Ça a pu pour montrer le nom, mettre le nom de certaines personnes dans les médias, dans les radios, un peu partout. Mais j'ai pas trouvé quelque chose de... Dès que quelqu'un me dit qu'il peut me donner de l'argent pour acheter la démocratie, pour moi, c'est stop. C'est stop. C'est stop. Parce que même dans leur propre pays, en France, on condamne les gens d'avoir pris de l'argent. On condamne des politiciens d'avoir pris de l'argent des financements des autres personnes. De manière occulte. Parce qu'on ne conçoit pas que on peut gagner un parti politique ou bien une campagne politique avec l'argent. Parce qu'on sait que lorsque les gens commencent à mettre de l'argent dans ton truc, en général, tu commences à défendre leurs intérêts. Parce qu'ils t'imposent leurs intérêts à travers cet argent. Ils le disent eux-mêmes chez eux. Ils mettent des prisons. Ils sont en train de combattre leur ex-président là à cause de cette affaire. D'avoir reçu des milliards de francs de Kadhafi et consorts. Mais nous devons accepter ça. Qu'il y a des gens qui vont donner de l'argent et puis on va lâcher la démocratie chez nous. Et on applaudit. On applaudit. Incroyable. Quelle bêtise humaine. Quelle honte pour les Noirs que nous sommes. Pourtant, nous sommes intelligents. Pourtant, nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Je vous assure que les Noirs sont intelligents. Le problème est que nous ne faisons pas usage. Nous avons signé un contrat social avec ceux qui veulent nous dominer, que nous allons refuser d'être intelligents. Nous allons refuser d'être intelligents pour les servir. Moi, je ne fais plus partie de ce genre de personnes. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne sont plus dupes quand même. Les intelligences sont en train de se réveiller et c'est notre travail. C'est ce que nous faisons tous les jours pour que les intelligences s'activent.
pour qu'on déchire les contrats et qu'on refonde de nouvelles nations, de nouvelles forces, de nouvelles économies. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas là pour relier, parce qu'il rappelait tout le temps son histoire. Oh, nous avons une histoire ensemble. Nous n'avons aucune histoire ensemble. Et même si nous avons une histoire ensemble, c'est une histoire négative. La France et l'Afrique, particulièrement le Cameroun, l'histoire est négative. C'est pas parce que j'ai vécu dans un mariage gâté que forcément la femme avec qui j'ai divorcé doit me faire le chantage sur mon mariage. Sur l'ex-mariage, oh, on avait une histoire ensemble, on avait une histoire ensemble. Quelle histoire? Cette histoire, je ne la veux plus. On a peut-être eu une histoire ensemble, mais je ne la veux plus. C'était une mauvaise histoire. C'était une histoire que peut-être moi-même, j'ai mal construit à l'intérieur et je ne suis pas content de voir le mal que j'ai fait. Je ne peux pas accepter de refaire le mal là. Je ne peux pas. C'est comme ça. Nous avons certes une histoire. Mais cette histoire n'est pas la bonne histoire que nous avons avec vous. Nous voulons réécrire une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle nous sommes conscients de la suite de notre histoire. Nous sommes maîtres de l'histoire. Comme nous et la France, chacun soit responsable de la qualité de l'histoire. Il ne suffit pas d'avoir une histoire ensemble. Il faut que cette histoire soit qualitative. Quelle est la qualité de l'histoire que nous avons ensemble? Voilà la question que nous devons nous poser. Dans ces chansons, nous avons une même histoire ensemble, nous avons une histoire, il faut revoir sans le passé. Ça ne m'intéresse pas, moi ça ne m'intéresse pas en tant que Camerounais ou Africain. L'histoire n'était pas bonne. S'il y avait des gens sur des chaînes de plateau qui pouvaient leur dire ça. Mais comme j'ai vu, des gens lisaient des... Vous voyez les gens qui parlent, ils lisent les papiers. Des Africains qui ont des choses à dire, vont s'asseoir dans les plateaux de télé et les plateaux de forum, lisent les documents. Oui, l'Africain, c'est ça. Il y avait une Marocaine là, elle lisait. Tu sais pas ce qu'elle lisait. Et moi, ça m'énervait. Parce que ça ressemblait à une pièce de théâtre. Une pièce toute faite. L'histoire que nous avons avec la France est une histoire négative. Certes, c'est l'histoire que nous avons ensemble. Mais nous, en tant qu'Africains, en tant que peuple africain, en tant que Camerounais, nous prenons la décision, à partir de maintenant, de ne plus être victimes de l'histoire, d'être des acteurs de notre histoire en tant que peuple. Nous voulons que l'histoire que nous aurons, la suite de l'histoire, parce que l'histoire n'a pas de fin. L'histoire de l'humanité est éternelle. Avant que nous en arrive, il y a des gens qui étaient là et qui écrivaient l'histoire. Mais ça continue. La preuve, Macron se place aujourd'hui pour nous parler de l'histoire des gens qui ne sont plus. Nous prenons, nous, peuple africain, nous, peuple africain, nous prenons la responsabilité maintenant, pas demain, pas avant-hier, pas à base de notre histoire. La responsabilité d'écrire une nouvelle histoire. Parce que l'histoire n'a pas de fin, mais de changer le cours de l'histoire. L'histoire jusqu'ici était une histoire de domination, de prévarication, de pillage, d'esclavage, d'humiliation. Nous voulons écrire une histoire de développement, de liberté, du respect des droits fondamentaux des citoyens. Une histoire démocratique, réellement démocratique. Voilà ce que nous voulons pour l'Afrique, pour le Cameroun. Il fallait des gens qui lui disent ça. Tu disais ça, même si on ne te donnait plus le micro. Même si on ne te donnait plus le micro. Vous disiez seulement ça une seule fois. Même si on ne vous donnait plus le micro. Vous aurez parlé au cœur des milliers et des milliers de Camerounais. Des millions et des millions d'Africains.
Ouais, des gens se placent là, ils bavardent des trucs inutiles, on porte des chapeaux, on pense que lorsqu'on s'est habillé avec des vêtements africains, ça veut dire qu'on représente. On n'est pas là pour la représentation d'un peuple ou d'un pays, on est là pour, pour, pour faire les choses véritablement. On pouvait même venir tous nus. Et un autre commentaire que je fais sur... Il y a campagne, la campagne est en train de se préparer en France là-bas. Et vous allez sûrement me... Moi, je ne comprends pas. On a un monsieur qu'on appelle Alain Foka. Alain Foka, c'est un journaliste que moi, je ne sens pas. Je ne sens pas. Comment Alain Foka? Vous faites des émissions, vous parlez de l'immigration. Vous menez sur la table de l'émission des immigrés ou des immigrants ou je ne sais pas quoi. Et vous leur posez les questions sur ce pourquoi ils ont quitté leur pays, comme si vous ne saviez pas. Monsieur Alain Foka, est-ce qu'il vous manquait de sujets sur l'Afrique? Vous voulez que ces jeunes viennent dire quoi sur les chaînes de télé? Des jeunes qui vous disent qu'ils ont des diplômes. Vous choisissez des jeunes qui ont des diplômes. Qui disent qu'ils ont des diplômes dans leur pays. Et qui ne sont pas dans ce pays parce qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Ils sont venus. Ces jeunes n'arrivent même pas à prononcer un mot en français. Un mot en français. Une phrase sans faire de faute. Mais ils ont fait des grandes études dans leur pays, il n'y a pas le boulot. Ils viennent ici. Vous les invitez sur la table. Lorsque vous avez des jeunes qui ne peuvent pas défendre, ne peuvent pas s'adresser à la classe française. Je suis Camerounais et j'étais déjà à Paris, j'étais déjà en France là plusieurs fois. Si vous ne parlez même pas seulement avec l'accent, les gens ne vous écoutent pas. Voilà pourquoi tous les Noirs qui vont à Paris, 2 mois, 2 jours après, commencent à parler avec l'accent. Il suffit même seulement que l'accent ne soit pas comme les Parisiens veulent. Les Parisiens ne t'écoutent pas. Ils ne prêtent pas attention. Ça, c'est seulement l'accent. Je ne parle même pas encore du parler. Je ne parle même pas encore de comment vous construisez les phrases. Vous venez dans une chaîne internationale. Vous invitez des gens qui n'ont pas un accent et qui ont la difficulté à se faire comprendre. Vous dites que vous voulez passer leur message à qui? À qui est-ce que vous voulez passer leur message, monsieur Alain Foka? À qui? Est-ce que vous pensez que ceux à qui vous voulez passer le message vont les écouter, vont les respecter, connaissant leur politique, connaissant comment ils se comportent, connaissant comment ils perçoivent les Noirs? Vous allez prendre des gens qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas s'exprimer, venir parler sur des chaînes internationales et dire qu'elles défendent les intérêts des immigrés. Les immigrés sont des victimes. Les immigrés que vous voyez là, ce sont des victimes de ceux qui savent parler français. Ce sont les victimes de ceux qui savent parler français. Les immigrés que vous voyez, qui ne savent pas s'expliquer, qui n'arrivent même pas à aligner 2 mots, qui vous disent qu'ils ont fait des études en Afrique. Et il n'y avait pas d'opportunité, ils sont venus. Ces immigrés sont des victimes de ceux qui savent parler français. Ceux qui sont venus dans vos écoles. Ceux qui sont venus dans les écoles occidentales, qui ont fait des grandes écoles, sciences politiques, machin, Sorbonne et tout. Ce sont les victimes. Pourquoi vous appelez les victimes? Mais appelez les responsables. Ou du moins, appelez ceux qui peuvent défendre aisément les victimes. Ceux qui ont la capacité de communiquer avec les responsables à leur même niveau. Et leur dire, nous nous représentons pour les victimes. Vous prenez les victimes,
Vous voulez les présenter comme les souffres-douleurs, je ne sais pas quoi, les misérables du monde entier. Parce que, monsieur Alain Foka, vous pensez que vous œuvrez et que nous sommes bêtes. Que nous les Africains, nous sommes bêtes, que tous les Africains sont bêtes. Donc ils vont croire ici là, oh oui, on a pris ceci, on a pris tel qui a marché la mer, on a pris tel qui a marché la mer. Je sais que ce genre d'histoire intéresse beaucoup la majeure partie des combattants dans la révolution, dans la lutte, dans la diaspora, parce que beaucoup sont venus par cette voie. Mais je vous dis, sortons des émotions. Sachons sortir des émotions. C'est pas parce que vous êtes beaux ailleurs que la façon dont on vous présente est la bonne. C'est pas parce que vous êtes beaux ailleurs que vous devez forcément être ceux qui parlent de vous. Faites très attention. C'est pas parce que vous êtes beaux ailleurs, que vous avez beaux arts, que la meilleure personne qui peut vous défendre, c'est vous. Parce que c'est ce qui passe dans la tête de beaucoup d'entre vous. C'est que vous vous dites que, comme vous avez beaux arts, vous pouvez mieux parler à les chaînes de télé, TF1, machin, vous pouvez défendre vos intérêts, vous pouvez défendre votre position, vous ne pouvez absolument rien. Dans le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que lorsque vous avez des problèmes, vous allez prendre un avocat pour vous défendre. Mais c'est vous qui avez le problème. Mais vous prenez quelqu'un qui a la capacité de vous défendre, de se faire comprendre, qui a la hauteur que ceux qui sont en face. Le même niveau que ceux qui sont en face. C'est vous qui pleurez quand vous amenez dans les tribunaux du matin au soir. Vous allez chercher les avocats, non? C'est vous qui avez vécu l'histoire. Mais ce n'est pas toujours vous qui savez mieux vous défendre. Vous avez besoin des gens qui ont la capacité de vous défendre. N'acceptez plus ces invitations à la con dans les chaînes de télé parce que vous avez écrit un livre, parce que vous avez fait ceci, alors que vous savez que vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Il y a ce qu'on appelle les management, le manager. Si vous êtes même un groupe de beaux ailleurs qui avait une histoire difficile, organisez-vous. Cherchez dans votre milieu des gens qui peuvent vous défendre, des gens qui ont le niveau, qui étaient des beaux ailleurs avant, qui sont déjà intégrés, qui savent parler, qui savent se défendre, qui savent machin. Organisez-vous et lorsqu'on vous appelle, envoyez-les vous défendre. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez venir derrière la chaîne juste pour faire photo. Derrière, vous vous asseyez là, on vous montre, oui. Mais vous n'êtes pas supposé être ceux qui parlent. Parce que les gens à qui vous parlez ne respectent pas ceux qui ne parlent pas comme eux. Ceux qui n'ont pas leur niveau, ils ne les considèrent pas. Ils disent au contraire, mais c'est normal. Comme tu parles là, tu penses que tu peux faire quel genre de boulot en Europe? Tu pouvais même faire quoi dans ton pays? À te suivre parler, tu dis que tu avais les diplômes. Je doute même de tes diplômes. Qu'est-ce qui prouve que tu avais le bac? Et je commence à douter même diplôme de ton pays. Je commence à croire que tout le monde qui va se présenter demain avec une licence, vraiment, je dois douter parce que j'ai suivi quelqu'un qui a une licence qui a parlé à RFI ou à TF5, je ne sais pas où, et il parlait comme quelqu'un qui n'a même pas fait le CP. Apprenons ça. Parce que ce que la mascarade, en fait, c'est, vous allez comprendre que c'est construit totalement, c'est construit. Ce n'est pas fait au hasard. Ce que vous avez vu le week-end et ce qui a été fait déjà avant par Alain Foka et tout, c'est toute une politique, c'est bien organisé. Parce que la France est en train de vouloir faire une campagne politique. Il y a campagne là-bas. Il y a une campagne là-bas. Et on veut gagner le cœur des Africains. Vous allez voir quelqu'un, on pose la question à un Africain, pourquoi tu es venu ici? Oh, vous ne pouvez pas comprendre, moi je suis venu ici, là, ben, j'ai fait vraiment c'est dur, quand on a les dictateurs, après. Mais si on a des dictateurs, on a des dictateurs pour tout le monde. Si on a des dictateurs, on a des dictateurs pour tout le monde. Après, si on vous pose la question, est-ce que vous pouvez conseiller à un Africain encore de faire ça? Non! Je ne conseillerai à personne. Je dirais aux Africains de rester chez eux. Comment tu dis non? 2 minutes avant, tu as dit que, en fait, les gens fuient et qu'on ne peut pas les retenir, que ça ne peut pas être vraiment, quand le pays va mal, on ne pourra pas retenir les gens vont sortir parce qu'il y a des dictateurs et machin. Bon, super. On te pose la question, après, est-ce que tu peux les encourager? Tu dis non, je ne les encourage pas. Toi, tu es sorti parce qu'on t'a encouragé.
Ça veut dire que tu es contre, tu es en conflit. Moi, je dis qu'il y a des dictateurs, et on me pose la question après, je dis oui, moi je les encourage, si les choses ne changent pas au Cameroun, voilà ce qu'on appelle le combat, voilà ce qu'on appelle une ligne, voilà ce qu'on appelle réfléchir, voilà ce qu'on appelle être cohérent. Être cohérent, c'est pas porter des locks. Être cohérent, ce n'est pas passer à la télé. Être cohérent, c'est la façon dont... Parce que ces gars se préparent à vous piéger sur les chaînes de télé. Voilà pourquoi c'est bon, organisez-vous. Lorsqu'on parle des immigrants, organisez, cherchez le plus vieux immigrant chez vous, qui est déjà intégré, qui a fait tout, qui vous suit, machin, et qu'il aille parler à votre place. Parce que vous ne savez pas vous défendre. Vous dites au départ que vous n'avez pas le choix, parce que le pays ça va mal, parce que ça fait ceci, ça fait cela. Et 2 minutes après, on vous pose une question pour vous piéger et vous répondez exactement ce qu'on vous a demandé. On vous dit, pouvez-vous encourager les Africains, machin? Non, je dirais aux Africains, non, ne prenez pas la route. Ne prenez pas la route. Comme si vous, quand vous avez pris la route, on vous avait fait un discours. Comme ça, vous avez fait un discours. Vous dites bien qu'il y a la dictature. Que les gens fuient parce qu'ils n'ont pas de perspective. Et à la fin, vous conseillez à des gens qui n'ont pas de perspective de ne pas sortir. C'est comme si on vous utilise. Parce que la France ne veut plus des immigrés. Elle utilise dans les activistes des immigrants, machin, pour passer un message. Elle se dit que c'est un message qui sera porteur pour des jeunes qui les suivent. Pour des jeunes qui les suivent dans les chaînes de télé, qui les suivent en tant que leader de mouvements diasporiques et qu'on sort, ces jeunes vont comprendre, ouais, c'est vrai, si tel a dit, si X a dit ceci, oui, c'est vrai, machin. C'est pour ça qu'on les utilise. On fait de vous des combattants, on vous retire des véritables combats de vos pays pour faire de vous des combattants contre l'immigration. On vous donne des petits avantages, vous passez à la télé, vous êtes vu, vous avez l'honneur, mais en fait, au fond, vous servez une certaine politique. Vous servez une certaine politique. Vous le faites peut-être inconsciemment. Je ne dis pas que peut-être on a donné une feuille de route. Non. Il vous arrive de faire. Je vais vous montrer votre inconscient. J'expose votre inconscient. Pour que prochainement, avant d'aller vous mettre dans les chaînes de télé avec les beaux habits, rassurez-vous. Rassurez-vous que vous avez la jugeote. Ou alors, vous prenez quelqu'un qui peut vous défendre. Quelqu'un qui peut. Et je m'adresse au monsieur machin, Alain Fokam. Si vous vous battez pour les Camerounais, vraiment, pour les Africains, vraiment, soyez sérieux. Il y a des gens qui peuvent défendre la cause des Africains. Les gens que vous voyez là, que vous appelez les immigrés, je ne sais pas quoi, c'est des victimes d'un système. Et ce système a des représentants. Invitez-les. Posez-les des questions. Invitez le ministre le ministre de quoi territorial ou bien des affaires extérieures de l'économie du Cameroun. Mettez-le devant les faits accomplis. Laissez ces pauvres enfants tranquilles. Parce que c'est eux qui sont les causes de ces gens. Ce sont les gens qui sont là à Sorbonne. Et si vous cherchez la contradiction, invitez des personnes qui ont le niveau de ministre en termes d'éducation, en termes de réponse, pour qu'ils répondent. On ne reçoit pas Maurice Kamto qui peut défendre la cause des Camerounais dans tous les aspects. On va recevoir un, je sais pas quoi, un Camerounais qui vend le bâton de malin dans la rue ou bien qui n'a même pas un logement. Monsieur Macron va parler avec la jeunesse africaine. Mais monsieur Macron, mais la France se prend pour qui? On parle avec la jeunesse africaine. Qui vous a dit que la jeunesse africaine va vous écouter? La France est qui pour parler à la jeunesse africaine? La jeunesse africaine parle à ses pères. Elle ne parle pas, elle n'a pas besoin de parler à la France. Laissez la jeunesse africaine vous dire ce qu'elle pense de ses pères, pas ce qu'elle pense de la France. Ou ce qu'elle attend de la France. Nous n'attendons rien de la France, nous attendons tout de nos pères. Quand je dis père ici, c'est avec P-A-I-R-E. S à la fin. Donc des nôtres, de nos semblables, de ceux qui nous gouvernent, de nos dictatures. Et si vous voulez parler en termes politiques sur nos situations, s'il vous plaît, adressez-vous aux hommes politiques représentatifs dans nos pays. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Faites un forum avec les leaders de la société civile,
les leaders de la société politique, invitez-les dans les forums, laissez les enfants, les jeunes à qui on demande, vous voulez faire quoi, et tous veulent avoir une voiture, une maison. Ça, c'est le rêve de tout petit garçon. C'est un rêve individuel. Être directeur de telle association, c'est individuel, c'est un rêve individuel. Dans une nation, il y a beaucoup plus d'associations, il y a des millions d'associations. Donc, vouloir satisfaire le rêve individuel des gens, ce n'est pas ça le souci des Africains ou des Camerounais. Nous avons un rêve, c'est créer une nation démocratique où on respecte réellement les droits de l'homme. Voilà les sujets. Et ce genre de sujets ne peuvent qu'être défendus par les gens qui, soit gèrent le pays, de facto, de toute façon, et en face de la contradiction de ceux qui proposent mieux. Si vous avez un souci vraiment de la bonne violence en Afrique, au Cameroun, voilà le truc qu'il faut faire. Arrêtez de nous présenter des gens qui n'arrivent même pas à parler la propre langue. Parce qu'il y a des gens qui m'ont passé une critique, mais est-ce que tu dois parler le français? Écoutez très bien. Lorsque j'étais au Cameroun, très jeune, moi j'étais mieux dans la langue. Dans la langue, je veux dire, les trucs, les leçons de langue où on parle le français, l'histoire, la grammaire, ce genre de choses. J'étais mieux là-bas que dans les mathématiques, les physiques. Mais mon papa était un mathématicien. Ce qui fait en sorte que, à la maison, j'étais moins considéré. J'étais moins considéré puisque c'est mon petit frère qui faisait au collège Vogt, qui était fort en mathématiques. C'est lui qu'on a mis au collège Vogt. Parce que mon papa considérait que celui qui fait les sciences mathématiques, les sciences, c'est lui, mathématiques par exemple, c'est lui qui est un véritable homme, c'est lui qui est un véritable élève, c'est lui qui est un véritable je sais pas quoi. Et il y a donc cette culture, un peu chez nous, c'est quoi? C'est que lorsque tu parles bien la langue du colon, on te minimise, on dit que hey, tu parles bien la langue du colon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est obligé de passer? C'est pas nos langues, c'est pas nos langues. C'est une façon de se consoler pourquoi on ne s'exprime pas bien, pourquoi on ne se défend pas bien, pourquoi on n'écrit pas bien. C'est devenu normal de critiquer celui qui critique la façon de parler de quelqu'un ou la façon de donner les mots. Mais ce que nous oublions, c'est que vous ne pouvez pas combattre une domination sans maîtriser la langue de cette domination. Voilà le piège. Le piège est que vous ne pouvez pas combattre la France si vous n'avez pas les caps, vous ne maîtrisez pas la langue française. Je ne dis pas que la langue française est la meilleure des langues. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas parler vos langues. Mais lorsque vous vous dites que vous voulez combattre une hégémonie ou bien des colons, je ne sais pas quoi, le système français, vous devez avoir la capacité de maîtriser leur langue. Allez demander ça en Chine. C'est pour ça que la Chine parle le chinois. Mais vous allez partir partout où ils vont, ils parlent la langue des pays où ils vont. Ils ne blaguent pas. Allez demander dans tous les pays qui sont imposants. Ils envoient des experts dans nos villages. Des chercheurs. Parler nos langues. Parce que lorsqu'on veut soit dominer, ou bien soit comprendre, soit ne pas être dominé par quelqu'un, on doit avoir la capacité de parler, d'écouter sa langue. De la comprendre. Donc, c'est un aspect important que vous devez avoir. Je sais que ça a toujours été, tu veux montrer que tu parles le français plus que qui. Il n'est pas question de parler le français plus que quelqu'un. Il n'est pas question de ça. Je dis, lorsqu'on est donc face à une lutte, c'est des questions, c'est des choses qu'on doit prendre en compte lorsqu'on prend la stratégie de la lutte. Qui sont ceux qui vont communiquer pour cette lutte? Qui sont ceux qui vont communiquer pour cet aspect? Qui sont ceux qui vont... Parce qu'il faut que les personnes qui le fassent aient la capacité de comprendre la langue qu'il leur parler, les figures de style de cette langue, toutes les syntaxes, les métaphores en cette langue, et la capacité de répondre à la hauteur. Prenez ça en compte. Je vous demande pas de ne pas parler vos langues du village. Je dis juste que lorsque vous voulez combattre un adversaire, un ennemi, un colon, il faut maîtriser sa langue. Si vous ne la maîtrisez pas, faites le profil bas, soyez humble, recherchez parmi vous ceux qui maîtrisent la langue, ceux qui maîtrisent le parler. Il serait très aisé pour vous de le faire.
très, très aisé. C'est un conseil d'amis, c'est un conseil de frère, c'est quelque chose que j'ai constaté dans notre milieu où n'importe qui parle. Et dès que tu veux, quelqu'un parle et il ne parle pas, et il ne parle pas, et il ne parle pas. On ne les comprend pas. Et puis comment ça sonne. Et il va dire, oh, tu me critiques parce que je ne parle pas la langue. Non, moi, je ne suis pas expert en langue française. Je ne suis pas expert. Pas du tout. Donc, c'est très important. Ce n'est pas le tout, mais c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas dit que c'est la formule magique, mais c'est quelque chose de très important. Très, très important. Donc, c'était ce que j'avais à dire en ce qui concerne les commentaires. Je pense que ça a même pris plus de temps, 1h30. Donc, la demi-heure qui suit, c'est pour répondre à la question de mon live. Comment est-ce que les Camerounais perçoivent la politique? Et quel est l'impact que cette politique a dans le comportement et la perception des Camerounais? Moi, j'ai constaté quelque chose depuis longtemps, que la politique est perçue au Cameroun comme étant un aspect de nos hobbies, comme étant une passion. Une passion. C'est-à-dire que peut-être vous aimez le sport, mais vous n'aimez pas le football, vous aimez plutôt la natation. Le sport est obligatoire dans votre vie, parce que vous avez besoin de sport pour pouvoir que le corps soit en forme. Mais parmi tous les sports, vous aimez plutôt le volley. Mais vous n'aimez pas le football. Vous n'aimez pas le handball. Les Camerounais, on a éduqué les Camerounais que la politique fait partie de plusieurs aspects, de plusieurs domaines de leur vie et qu'ils peuvent choisir soit aimer la politique ou ne pas l'aimer. Ils peuvent aimer le football. On a mis la politique au même niveau que le football, au même niveau que le handball, au même niveau que le commerce, au même niveau que la famille, à la même dimension que, je ne sais pas, les business. Et que le Camerounais peut choisir. Voilà l'erreur, voilà pas l'erreur, mais le trick. C'est qu'on a dit au Camerounais que la politique est comme, c'est un truc que tu peux choisir aimer, tu peux choisir faire ou ne pas faire. Tu peux choisir aimer ou ne pas aimer. Tu peux être commerçant et ne pas aimer la politique. Parce que la politique, c'est un aspect simplement de ta vie. C'est juste un côté de ta vie, c'est un aspect particulier. C'est comme ton foyer, Tu peux être focalisé sur ton foyer et ne pas être intéressé par la politique. Voilà pourquoi les Camerounais vont te dire que moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne suis pas intéressé par la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans les réseaux sociaux, mais dans les médias camerounais en général, que ce soit les médias internet ou les médias qui sont sur place, on va vous parler du sport. On va vous faire Equinox par exemple. Je prends un exemple sur Equinox, qui est la chaîne la plus suivie. On va vous mettre le journal de 20 heures. On va parler de la politique. En même temps, on va parler de la sortie du Premier ministre. On va parler de ceci, on va parler de cela. Et puis, à un moment, on va parler de l'école, de l'éducation, des enseignants. Après, à un moment, on va vous parler du sport. Donc, vous avez l'impression que c'est des aspects différents. C'est-à-dire que la politique est passée. Maintenant, on parle du sport, on parle du commerce. Les prix du marché sont chers, les choses sont chères. Et c'est ça qui vous intéresse. On nourrit vos intérêts, vos désirs personnels. On vous dit, OK, à vous de choisir. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est comme ça qu'on a éduqué les Camerounais. Est-ce que vous me percevez? Si vous prêtez attention, même à vous-même, dans les petites choses, vous allez remarquer que la politique chez vous est comme un aspect de votre vie. Ce n'est pas la plateforme de votre vie, c'est un aspect.
Votre vie, c'est la plateforme et la politique est un aspect de votre vie. Vous pouvez vous intéresser d'un aspect de votre vie ou ne pas vous intéresser. Vous avez le choix de le faire. Et d'ailleurs, il faut que, pour que vous vous intéressez à ça, il faut que vous soyez soit un homme politicien, et machin. Et puis, de toute façon, la politique n'est pas un truc que tu es obligé de faire, que tu es obligé à laquelle tu es obligé de t'intéresser. Vous allez voir, on va vous dire que la FECAFOOT a tel problème, machin. On n'associe pas ça au problème politique. On ne voit pas le lien entre le problème de la FECAFOOT et le problème. Parce qu'on se dit que c'est le sport. Maintenant, c'est le sport. On parle de football. Vous allez voir des gens venus sur les chaînes de télé vous dire il ne faut pas politiser tout. Le problème avec le parti d'opposition, surtout le MRC, c'est que le MRC politise tout. Non, nous avons aussi face à un problème de la FECAFOOT qui a fait ci. Donc les Camerounais se disent, mais oui, c'est vrai. Quand même, oh, laissez ça, vraiment, le MRC, oui, je te supporte, mais tu exagères. C'est quand même le foot. Je supporte Camto, mais quand même, les gens qui vont défendre le MRC sur les plateaux des chaînes de télévision ou bien l'opposition, ils exagèrent. C'est quand même le foot, c'est pas la politique. De toute façon, moi, je n'écoute pas Equinox soir, parce que de toute façon, je n'aime pas le MRC. Mais lorsqu'il y a émission de foot à Equinox et que ça ne passe pas canal 2, j'appuie Equinox, parce que c'est moi, c'est le foot qui m'intéresse. Oh non, moi, c'est la fête, c'est la musique, moi, c'est quoi. Donc, il y a, dans la perception de chacun d'entre nous, un peu, si on prête attention, une idée selon laquelle la politique serait un hobby, serait quelque chose parmi nos centres d'intérêt qu'on devrait choisir ou ne pas choisir, qu'on devrait aimer, qu'on pourrait aimer ou ne pas aimer. Et que si on n'aime pas, ça ne change rien. Si je n'aime pas le handball, si je n'aime pas le handball, ça change quoi dans ma vie? J'aime le foot. Je n'aime pas le handball, ben le fait que je ne regarde pas le handball ne change rien dans ma vie. Si je n'aime pas je sais pas quoi, le volley, et que j'aime le hand, ça ne change rien. Est-ce que ça affecte ma vie? Je ne vois pas le lien entre le volley et le hand. Je ne vois pas le lien entre le volley et le foot. Je ne vois pas le lien entre le volley et je sais pas quoi et la décision du ministre de l'administration territoriale et la décision de je sais pas quoi. Je ne vois pas de lien. Mais en fait, c'est un mensonge. Voilà pourquoi les Camerounais, je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne m'intéresse pas à la politique. Ça ne m'intéresse pas. Parce que la politique, moi, c'est vous qui faites la politique, moi, je ne fais pas. Toi, tu es un politicien, moi, je ne suis pas. Toi, tu es ceci, moi, je ne suis pas. La politique, c'est pour vous. Moi, je vends mes beignets, je vends mon manioc, je vends ceci, et c'est bon. La politique nous divise. La politique, moi, je fais pas la politique parce que ça nous divise. Mais on ne voit pas la division lorsque moi, j'aime le foot et que toi, tu aimes le handball. Personne ne constate la division lorsqu'il aime Batier, je sais pas quoi, Sable de Batier et l'autre aime Tonnerre de Yaoundé. Pourtant, c'est deux équipes. Pourtant, c'est une compétition. On ne voit pas la division là-bas. On se bat, on se lutte, on se déchire même parfois là-bas. On s'insulte parfois là-bas, mais les insultes là-bas sont acceptées. Mais lorsqu'il s'agit de politique, oh non, ça crée la division. Comme je suis du MSC, l'autre du RDPC, moi je ne fais pas la politique parce que ça va créer la division entre moi et mes amis. La question que nous devons nous poser, pourquoi la politique particulièrement, comme étant un hobby, un aspect de votre vie, cet aspect-là crée autant de divisions, autant de restrictions, autant de peur et de distance. Pourquoi vous qui aimez le football et vous qui aimez le handball, vous qui êtes chrétien et vous qui êtes musulman, pourquoi vous ne vous discutez pas dans la maison? Dans la maison, parfois, il y a des gens qui sont pentecôtistes, d'autres qui sont catholiques. Dans la famille. Il y a des gens qui sont musulmans,
d'autres qui sont chrétiennes. Il y a des familles comme ça. Mais il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de problème. On n'y a pas la sensation de division. Pourquoi c'est la politique qui vous donne cette sensation? Regardez seulement l'église chrétienne. Il y a les pentecôtistes, les adventistes, les catholiques, les protestants, les presbytériens, les blablabla. Bla, bla, bla. Et tous vont à l'église dimanche, ils vont tous au marché lundi, ils regardent tous le football mardi, ils font le volley mercredi, ils font toutes les autres choses ensemble, tout. Mais quand c'est la politique, non. C'est parce qu'on nous a donné l'impression que la politique est d'abord quelque chose de dangereux, pardon, et en même temps, c'est quelque chose que nous pouvons choisir, faire ou ne pas faire. Ça fait partie de nos loisirs de la journée. Ça fait partie d'un aspect de notre vie. Il peut être intéressant ou pas intéressant. Ça dépend de nous. Mais c'est faux. La politique, en fait, c'est la plateforme. Pour que vous puissiez avoir du volleyball, du football, pour que vous puissiez jouer du football, de votre religion, de votre dénomination, de vos pratiques sexuelles, de vos affaires, de tout, il faut une plateforme. Il faut une plateforme. Mon cher, plateforme veut dire beaucoup de choses. Les gens vont commencer à beaucoup de dire, plateforme, ils ne comprennent pas. La politique, c'est comme votre terrain. Le terrain que vous avez dans vos villages, dans votre ville, dans votre quartier, que vous avez acheté. C'est votre terrain sur lequel vous pouvez mettre une maison à louer, votre propre maison, une boutique, un magasin, tout ce que vous voulez. Mais votre terrain, c'est la plateforme. C'est ce terrain qui vous donne la possibilité. Si vous n'aviez pas de terrain, même si vous imaginez votre maison, vous imaginez votre boutique, vous imaginez votre je ne sais pas quoi, vous n'auriez pas. Vous ne pouvez pas réaliser ça. Le sport, le commerce, les affaires, tout le reste n'est que possible parce qu'il y a une plateforme. Donc la politique n'est pas un choix que vous avez. La politique n'est pas un choix que vous avez. Vous êtes obligé, pour exister au Cameroun, être intéressé par la politique. Si vous faites fin d'être intéressé, de ne pas être intéressé par la politique va s'intéresser à vous de toute façon. Ce n'est pas votre choix, c'est comme la terre. Vous êtes obligé de connaître la géologie de votre terrain. De voir si c'est plat, si c'est penché, vous êtes obligé. Pourquoi? Parce que si vous dites, oh, je ne m'intéresse pas, la maison que vous avez construite sur cette maison, la terre va vous dire le message. La terre vous dira si le terrain était penché ou si le terrain était droit, plat. Si le terrain était une mangrove ou non. Parce que vous allez voir votre maison soit s'écrouler, soit s'enfoncer, et vos rêves partir en fumée. La politique, ce n'est pas votre choix. Pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait organisation de cette société. Pour qu'une société soit harmonieuse, il faut qu'il y ait organisation. Et la politique, c'est la plateforme de l'organisation. C'est en fait, c'est comme Facebook. Même à Facebook, vous avez votre profil. Mais il faut d'abord qu'il y ait Facebook, la plateforme.
Et Facebook a des règles pour organiser toutes les plateformes, tous les profils, pour organiser le fonctionnement harmonieux de les millions de followers ou bien d'adeptes à cette plateforme. Il y a des règles, il y a des lois. Donc même dans le monde virtuel, vous ne pouvez pas éviter la politique. Il y a ce qu'on appelle une policy en anglais, on appelle ça policy, la police, la politique. La politique de Facebook. Elle est différente de la politique d'Instagram. Elle est différente de la politique de YouTube. Mais chaque plateforme a une politique. Le Cameroun est un pays, et organiser la vie au Cameroun, c'est pas la politique. Pour que tu puisses faire le commerce au Cameroun, la quantité des revenus qui sont possibles pour toi, pour que tu puisses aller à l'école, la quantité d'éducation, la qualité de l'éducation, la quantité de nourriture, la quantité de vêtements, la quantité de matchs que tu peux adhérer, la quantité d'équipes qui peuvent jouer, la quantité des stades dans lesquels et la quantité des stades dans lesquels vous pouvez voir ces matchs, les moyens que vous avez pour pouvoir assister à ces matchs, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, ça se passe sur la plateforme politique du Cameroun. C'est elle qui décide. La politique est dans tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. On vous a trompé pendant plusieurs années en vous donnant l'impression que la politique est quelque chose qui est un aspect de votre vie, quelque chose que vous pouvez choisir, vous pouvez vous intéresser ou pas. Non, c'est faux. Vous ne pouvez même pas choisir de vous intéresser à la politique ou pas. Vous êtes obligé de vous intéresser à la politique de votre pays. Si vous avez l'intention de vivre dans ce pays, si vous avez l'intention de construire ce pays, si vous avez l'intention d'être épanoui dans ce pays, vous devez vous intéresser à la politique. Donc, c'était une réponse, je voulais apporter cette réponse à des personnes. Ne vous laissez plus donc distraire ou bien tromper par des gens qui viennent sur les chaînes de télé vous dire « Oh non, vous politisez tel débat, vous politisez tel débat, vous politisez tel débat. » Non, il n'est pas question de politiser un débat. Ce débat se passe sur une plateforme politique. La politique instrumentalisée actuellement ou bien mise en place actuellement, comme c'est la politique du régime Biya, c'est la politique du RDPC. Vous devez juger la politique du RDPC parce que c'est la plateforme actuellement. Vous devez soit la mettre à l'épreuve, soit juger un bilan. Faire un bilan de cette politique. Il s'agit de vous. Il ne s'agit pas de MRC, il ne s'agit pas de Kwale, MBK, il ne s'agit pas de Kamto. Il s'agit des Camerounais, de vous, parce que vous êtes Camerounais. Chaque fois que vous voulez manger, que vous constatez que vous n'avez pas mangé, c'est de la politique qu'il est question. Chaque fois que vous dites que oh, on veut la démocratie, on n'a pas voté le truc de base, c'est la politique que vous êtes en train de parler. Vous faites tout ce que vous faites, vos déplacements du nord au sud, de l'est à l'ouest sont suggérés par la politique implémentée dans votre pays. Le salaire que vous avez, c'est la politique qui décide de ce salaire. Regardez votre salaire et posez-vous la question, c'est beaucoup. Regardez le travail que vous fournissez. Regardez, est-ce qu'il c'est assez? Est-ce que vous pouvez accepter que le nombre d'heures que vous travaillez et à la fin vous touchez 35 000? Est-ce que c'est? Si ce n'est pas le cas, comprenez que là, c'est la politique qui a décidé ça. Vous ne pouvez pas décider de votre salaire. Même lorsque vous êtes un homme privé, vous êtes un entrepreneur personnel. Bonjour, Kwechi. Même lorsque vous êtes un entrepreneur personnel, c'est la politique qui décide quel style, la grandeur, la grosseur et le revenu de votre entreprise. Ce n'est pas vous. Parce qu'il y a cette illusion que c'est vous qui décidez de votre rendement. Il va être entrepreneur, mais on vous vend l'idée que vous pouvez être entrepreneur au Cameroun. Il va être entrepreneur, tout le monde veut être entrepreneur. Mais vous entreprenez pourquoi? Il ne suffit pas d'être entrepreneur ou de vouloir devenir entrepreneur. Mais pourquoi tu entreprends? Quel est ton objectif? Quelle est la raison fondamentale? C'est la politique qui répond à ça. Parce que c'est la politique qui détermine jusqu'où peut aller ton plan.
d'entreprise. Jusqu'où peut aller ton gain? C'est la politique. Si la politique met une limite à tes gains, tu ne pourras pas. Même si tu rêves avoir plus de gains que tu penses, tu ne pourras pas. La politique au Cameroun, regardez là. Vous des entrepreneurs, regardez. Est-ce que vous ressentez des limites à votre gain en tant que Camerounais? Au Cameroun, vous ressentez des limites dans votre gain? Est-ce que vous ressentez les limites à votre gain? Si vous ressentez des pressions dans des choses qui sont banales, mais qui vous empêchent de pouvoir imaginer plus ou bien de pouvoir vous structurer plus vos gains, remarquez que c'est la politique qui a mis ses limites. La politique exercée, faite dans ce pays dans lequel vous investissez, qui a mis ses limites. Ce n'est pas vous. D'ailleurs, je vous connais. Vous êtes prêts à devenir des multimilliardaires, milliardaires, trilliardaires même. Tellement vous aimez le gain. Mais vous êtes interdit d'être ça au Cameroun. Tout ce qu'on vous dit, c'est de voler. Si tu veux être milliardaire au Cameroun, tu dois voler. Voilà pourquoi ceux qui sont les plus riches au Cameroun sont ceux qui ont le budget du Cameroun entre leurs mains. Et ce ne sont pas les hommes d'affaires qui ont le budget du Cameroun entre leurs mains. Les hommes les plus riches au Cameroun, ce n'est pas les hommes d'affaires. C'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Il ne suffit pas d'être un homme d'affaires. Mais il faut être capable d'être maître du gain et du service que tu offres. Si tu n'es pas maître du gain et des services, tu n'es pas un véritable homme d'affaires. Tu es une mascotte. Tu es un objet qui se présente là comme ça. Certes, tu vas plaire. Tu vas tromper quelques petits villageois qui n'ont pas le million, qui ont 35 000 par mois. Mais dans un pays où les affaires sont bien faites, il y a la démocratie, où les gens sont capables de produire, tu ne peux pas flasher les gens facilement parce qu'il y aura beaucoup comme toi. Il y aura des millions comme toi. Au Cameroun, nous comptons les milliardaires au bout des doigts, ils sont peut-être 3 ou 4. Aux États-Unis, on ne les compte pas. On les met déjà dans des pourcentages parce que s'il faut les compter par un, ils dépassent des millions et des millions de milliardaires chaque jour, chaque année qui se créent. En Allemagne, ainsi de suite. Mais au Cameroun, on les compte. Parce que la politique veut ça comme ça. La politique implémentée au Cameroun empêche que toi, jeune Camerounais, tu sois multimilliardaire comme l'un Bill Gates, comme l'un... Elle empêche. C'est la politique qui fait tout ça. C'était pour vous répondre à cette question, à ceux qui m'ont posé cette question. Ne vous laissez plus distraire par ce genre de ce genre. Ça, c'est politique. Non, ça, c'est apolitique. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas ceci. Ça n'a rien à voir. La politique n'est pas votre choix. La politique n'est pas quelque chose, ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas un hobby que vous pouvez choisir, faire, aimer, ne pas aimer. Ce n'est pas du sport. Ce n'est pas du foot, du volleyball. Ce n'est pas la natation. Ce n'est pas votre mariage. Ce n'est pas votre copine. C'est pas votre... La politique n'a pas intention de vous aimer. La politique s'en fout de votre amour. Écoutez-le très bien. La politique n'est pas là pour vous aimer. La politique n'est pas là pour assouvir vos désirs personnels, vos désirs, vos sentiments. La politique est là pour produire une certaine plateforme. Et c'est à vous de vous rassurer que la plateforme est adéquate à vos désirs, à vos besoins, à vos fantasmes, à vos hobbies. Et toutes les sociétés sont organisées. Il n'y a pas une société qui n'a pas d'organisation. Même les sociétés les plus primitives ont des lois. Bien que ces lois soient primitives, elles sont grossières, mais elles ont des lois au moins. Il ne suffit pas d'avoir des lois. Est-ce que ces lois vous servent? Est-ce que ces lois sont à la hauteur de vos aspirations? Sinon, vous les changez. Vous vous battez, vous vous levez et vous exigez, vous imposez de nouvelles lois.
C'est comme ça. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale. Nous avons fait près de 2 heures, 1h40, 1h50 minutes. Et je vous dis merci d'avoir suivi, d'être engagé politiquement. Merci de prendre à cœur l'instauration d'un réel état de droit, une réelle démocratie. Le président élu, Maurice Kamto, était ce week-end avec les responsables du MRC. C'était formidable, j'ai vu des photos. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et bon travail. Je sais que j'ai confiance que vous avez reçu, tous les responsables ont reçu les lignes de conduite sûrement pour l'avancée du travail qui est l'instauration d'un réel état de droit au Cameroun, une réelle démocratie. Merci à tous ceux qui sont vraiment engagés à ça. Merci à tous ceux qui sont vraiment pris, dévoués à ce travail. Il est peut-être dur, il sera peut-être long, mais ça fait partie du travail que nous avons à faire. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous disent qu'ils vont vous donner de l'argent pour acheter la démocratie dans vos pays. Il n'y a pas d'argent pour acheter la liberté. La liberté ne s'achète pas avec l'argent. En général, l'argent de beaucoup de personnes a été obtenu dans l'abstraction de la liberté des autres êtres humains. Donc, on peut vous donner des milliards, aller construire la liberté dans vos pays. On vous donne de l'argent pour aller acheter. C'est comme donner, comme M. Biya prend le pain sardine, la sardine et du pain, je ne sais pas quoi, il donne à ses ministres d'aller faire les campagnes politiques. On vous donne du milliard pour aller convaincre les gens avec l'argent qu'ils doivent accepter la démocratie, sinon ils n'auront pas 5 francs, ils n'auront pas ceci. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça, c'est de la corruption. C'est ça le sens de la corruption. M. Macron veut vous corrompre. M. Macron veut corrompre les Africains en leur faisant croire qu'on peut acheter la démocratie avec l'argent. Non. On achète la démocratie avec rien. La démocratie ne s'achète pas, elle se gagne. Elle se conquiert. Les libertés se conquièrent. Elle ne s'achète pas. Que personne ne vous dise qu'on va vous acheter, on va vous donner 500 €, vous allez aller combattre le régime Biya et vous serez démocratique. C'est faux. Les libertés sont des choses intérieures. Ce sont des combats subjectifs. Ce sont des combats d'idées. Ce sont des combats de dévouement au sentiment de liberté, de dignité humaine. Vous ne pouvez pas donner l'argent, même si vous donnez l'argent à quelqu'un qui vous maltraite tous les jours. Au départ, il va prendre. Et bientôt, il va vous demander un peu plus parce qu'il va s'habituer à la somme que vous lui donnez. On n'est jamais satisfait de l'argent parce que l'argent ne comble pas le désir profond, l'esprit de l'homme. Pas du tout. L'argent crée un petit milieu qui ressemble à quelque chose de beau, un petit confort. Mais ça ne comble pas le vide intérieur qui est la soif de la dignité. Même à Tanganji, même M. Biya, mais je ne sais pas, que même Gongo. Si l'argent comblait, je pense qu'1 milliard suffisait déjà. Mais ils ne font que prendre des milliards parce qu'ils n'arrivent pas à combler. Donc, on ne vous trompe pas. Quand on va vous donner de l'argent, vous allez vous organiser et aller installer la démocratie chez vous. C'est impossible. Qu'on ne vous trompe pas. Ça n'arrivera jamais. On veut que vous allez corrompre, que vous allez donner du travail, du salaire à des personnes sans qu'ils ne fournissent aucun travail réel. On veut que vous allez ouvrir des sociétés civiles, machin, des organisations sans vraiment combattre la cause du problème. Vous partez, vous levez le matin, vous avez un salaire. Mais dans votre vie réelle, dans la vie réelle des citoyens, il n'y a rien qui a changé. Il y a des gens qui ont des salaires parce que les organisations internationales leur ont donné du travail. Mais le travail, c'est quoi? C'est d'écrire, de faire des rapports. Mais le rapport ne change pas une situation. Le rapport sur la dictature de M. Biya n'est pas le changement. C'est bien, mais ce n'est pas le changement. Comprenez, le rapport sur le non-respect des droits de l'homme n'est pas le respect des droits de l'homme. C'est un rapport sur le non-respect des droits de l'homme. Ce n'est pas le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, c'est l'action que ces hommes prennent pour imposer le respect de leurs droits. C'est la mobilisation populaire que les Camerounais prennent. Le soulèvement populaire du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour dire « Nous sommes des humains ». Cette mobilisation massive pour exprimer notre humanité, c'est ça qui est le droit, le respect des droits de l'homme. C'est ça
C'est ça. Ce n'est pas si on fait des rapports. Donc, on va créer des sociétés avec un coût de milliards qui vont faire des rapports sur la non-gouvernance. Et puis, ces rapports, lorsqu'on vous les envoie, on les jette dans les poubelles. On les amène même jamais à l'ONU. On les présente pas. Et ceux qui vous donnent de l'argent, ce sont eux qui vous représentent à l'ONU. Ils vont aller déchirer ces rapports, ils vont les mettre de côté, ils ne vont même pas faire. Vous avez remarqué qu'on parlait des dictateurs, excusez-moi de reprendre un peu avec un ton plus haut, on parlait des dictateurs ou bien des pays où il y a des dictateurs. On n'a pas parlé du Cameroun. On a parlé de Pandora Papers, c'est quoi. On ne parle pas du Cameroun. Non, mais subitement, M. Biya disparaît dans toutes les revues. Le régime Biya disparaît dans toutes les revues de corruption, de malversation financière. On parlait en Côte d'Ivoire, du ministre tel en Côte d'Ivoire, du machin. Mais le pays Cameroun n'est même pas prononcé. On dit, M. Macron dit, citez les dictateurs, citez-les. Et puis les Africains n'arrivent pas à citer les dictateurs. On nous parle du Mali, du machin. Le Mali, ce n'est pas le seul pays à les dictateurs. Donc, ils vont s'arranger à vos rapports là, ils vont jeter ça à la poubelle. Voilà la preuve qu'ils ont fait avec le président Moïse Kamto. Moïse Kamto part à Addis Abeba. Moïse Kamto a écrit des lettres à l'ONU. Moïse Kamto fait ceci, Moïse Kamto fait cela. Ils prennent ça, ils jettent parce qu'en fait, les rapports ne suffisent pas. C'est la dignité, c'est votre action. C'est le soulèvement populaire qui dit aux autres hommes que vous êtes prêts. C'est votre soulèvement populaire. Dans le Cameroun, partout. Dans le Cameroun. Dans tous les coins du Cameroun, à Yaoundé, partout, qui passe le véritable message. Là, on n'a pas besoin de rapport. Même l'ONU voit ça avec ses antennes. Même l'ONU, juste ces satellites, ils vont voir qu'au Cameroun, quelque chose se passe. On n'aura pas besoin de faire un rapport. Donc, on ne vous trompe pas avec les droits de l'homme, machin. C'est intéressant, c'est bon, ça peut apporter une aide, mais remarquez, depuis 48 ans, nous avons ces droits de l'homme-là, ou 38 ans, nous avons ces droits de l'homme, nous avons ces rapports de droits de l'homme, nous avons tout ça. Rien n'avance. Parce que ce qui manque actuellement, ce ne sont pas les rapports. Donc, on va vous donner de l'argent pour organiser, pour créer des sociétés, pour faire ceci, pour donner le travail aux gens, pour qu'ils se lèvent le matin, ils aient un salaire. C'est pour les calmer. Pour leur dire, ok, tu n'as pas besoin de te battre pour le rapport de l'organe, tu reçois peut-être 1000 euros tous les mois et tu vis à Yaoundé dans une villa. Tu n'as pas besoin donc des droits de l'homme. Pourquoi tu te bats pour les droits de l'homme? Tu as ça. Tu as tout ça. Tu as une voiture, tu as ceci, c'est toute l'organisation qui achète. C'est la France qui finance. Donc, c'est pour calmer une majeure partie des Africains, pour leur dire, vous aurez aussi votre part de mangement, vous aurez votre part. Je sais que ce qui vous manque, c'est le salaire, ce qui vous manque, c'est ceci, ce qui vous manque, c'est cela. C'est gaspiller des milliers de milliards pour vous donner ou vous prêter, vous faire quoi? Pour vous donner quelques milliards, quelques millions d'euros dans vos comptes d'organisation. Quelques dizaines de milliers, même pas des millions, quelques dizaines de milliers. Et nous leur sommes redevables tout le temps. Puisque s'ils retirent ces associations, beaucoup d'entre nous ne vont pas manger. Il y a beaucoup d'entre nous dans ces affaires de droits de l'homme qui ne vont pas manger. Si on leur retire cet argent, si on ne finance plus cela. Donc la France s'arrange à financer ces choses pour garder beaucoup de gens dans le calme. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite bon dimanche à tout le monde. Ciao. C'était quoi,